Merci Marion d'avoir accepté, je suis super contente. On s'est rencontrés, donc moi, j'ai participé à tes ateliers de danse, hypnose et écriture et j'ai aussi été l'une de tes, bah, écoute, clientes en hypnose individuelle. Donc voilà, c'est comme ça que je t'ai rencontrée. Tous les souvenirs qui me reviennent là, c'est vraiment, des enlever ces couches de manteau de croyances limitantes. Si tu es devenue maman, il y a pas très longtemps, Mhm. d'un petit Naël, c'est Mhm. ça? C'est ça. Quel âge a-t-il aujourd'hui? Bientôt 8 mois, OK, waouh, déjà, déjà. ça marche. Ce que j'aime, là où je voudrais commencer, c'est dans la période de tes 20 ans. Mhm. Hem, Pourquoi je commence là? Parce que c'est une période où, on sort de la scolarité, on sort du cocon familial et soudainement on fait des choix pour nous, pour notre avenir. Donc c'est un peu une période, charnière, nouvelle Mhm. de l'indépendance et je voudrais savoir, toi, comment tu te percevais à l'époque de tes 20 ans? Mhm. Eh ben, c'est très en lien avec la dernière audioletter que j'ai faite. Je sais pas si tu as eu le temps de l'écouter ou l'occasion, Non, pas du sur l'image et l'amour de soi à l'époque que j'avais et le chemin et le cheminement et aujourd'hui où j'en suis. Et j'étais dans une perception très conditionnée, très biaisée de moi-même. Je n'aimais pas du tout l'apparence de ma peau, parce que j'ai eu beaucoup d'acné et je continuais d'en avoir d'ailleurs jusqu'à mes 25 ans. J'ai eu beaucoup d'acné. Mmh. C'était un vrai problème qui a laissé des marques d'ailleurs sur mon visage encore aujourd'hui. Et du coup, à l'époque, j'étais, tu vois, à mes 20 ans, je suis dans le pic jusqu'à mes 23, dans le pic de absolument le cacher, porter un masque littéralement, de Mmh. peinture, de maquillage pour cacher mon apparence que je n'aimais pas et être à tout prix désirable, désirée, aimée pour mon physique aussi. Parce que quand même, j'ai toujours eu quand même une estime de ma personnalité, de mon intériorité assez chouette, je pense, Mmh. qui était Ouais. assez riche. Ça, j'en avais conscience. Mais voilà, hein, les rencontres de la vie qui font aussi que l'image que j'avais de moi-même au niveau de mon physique, de mon corps aussi, j'ai toujours trouvé trop gros parce que c'est aussi l'image qu'on m'a renvoyée. Et donc c'est un ping-pong entre ce que les autres percevaient de moi et les remarques que j'ai pu avoir à tous ces niveaux qui ont nourri ma peur et qui du coup me laissaient dans un conditionnement très très fort de je dois être parfaite. Mmh. Et au niveau de tes choix de vie à cette époque, par exemple, toi, tu as démarré avec quelles études? Mmh. À cette époque-là, donc j'étais à 20 ans, j'étais dans je me rappelle plus, une licence, je me semble que c'était l'année de la licence pro qualité sécurité des industries agroalimentaires. Mmh, OK. Tic, tic. Puis après, je me suis dirigée vers un master qualité, sécurité, environnement à Lyon. Donc là, pour moi, c'est vraiment aussi le passage, vu que je suis parisienne, j'habitais chez ma mère tout ce temps-là. J'étais en alternance, entreprise et école pendant la licence et pendant le master. Mais comme le master était à Lyon, et ben, j'allais 2 semaines à Lyon, donc prise d'indépendance. D'un seul coup, j'étais dans une liberté totale dans cette ville, mon petit appart étudiant, etc. Et puis quand j'étais en entreprise, j'étais à Paris, donc je faisais les allers-retours. Mmh. 3 semaines à Paris, et là j'étais chez ma mère, donc de nouveau dans le cocon, dans mes repères et aussi dans mes conditionnements. Donc c'était un peu Mmh. un va-et-vient entre découverte, liberté à Lyon, excès aussi, je me suis autorisé plein de choses que j'avais pas vécues à Paris, et puis de nouveau retour dans la réalité parisienne avec mon travail aussi. Mmh. Donc, c'est C'est plus... marrant quand tu dis excès, ouais, ça me fait penser à cette liberté un peu adolescente, qu'on cherche un peu dans les limites. Moi, c'est vrai qu'en arrivant enfin, en emménageant à Paris, pareil, j'avais l'impression de chercher, ouais, où étaient mes limites, de Mm. sortir, par exemple, le mardi soir pendant mes études, tu vois? Des Ouais. choses comme ça et ouais, c'est une période, assez intéressante. Mhm.
Et comment tu avais fait pour, comment tu as fait pour en arriver à faire de l'hypnose? Et ouais, Ouais. en fait, dans mon master, on avait des cours de savoir-être, développement personnel. Mmh. Et là, pour moi, ça a été les cours qui m'ont passionnée et que j'ai adoré. J'ai fait mon mémoire sur la gestion des émotions en entreprise. Et donc, Mmh. ça m'a amené à découvrir tout un tas d'ouvrages et d'articles et d'études d'un monde, d'un univers complètement différent, parce que je venais pas du tout de cet univers-là, ni par mon éducation à la maison, ni par mes études. Mmh. Et du coup, j'ai plongé dans un monde où j'étais complètement passionnée et habitée. Euh, et ça a créé un décalage entre mon métier, futur métier, et cette passion-là. Et qui m'a poussée à partir à l'étranger à la fin de mon master, à un an en sac à dos, toute seule en Océanie. Donc d'abord l'Australie, puis après j'ai un peu navigué. Et puis, ça a été une année charnière dans ma vie. C'est une des meilleures décisions, enfin, voire la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie, qui a été un moment d'introspection très, très fort de qui je suis, quelles sont mes limites, qu'est-ce que j'ai envie de faire et comment j'ai envie de contribuer dans ce monde, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. Donc, je suis revenue et tout de suite est apparu assez vite que j'avais envie de transmettre ce chemin de connaissance de soi, d'accompagner sur la gestion des émotions, enfin la compréhension déjà et l'accueil des émotions. Sauf que je me sentais pas du tout les épaules, j'étais pas du tout formée pour ça. À l'époque, j'étais très, j'aurais dû faire une école de psycho, je voyais pas d'autres alternatives. Et puis en fait, j'ai découvert un nouveau groupe d'amis au travers de toutes ces thématiques de la communication non violente, enfin toutes ces choses-là, développement personnel, à Paris. Et grâce à une d'elles, j'ai découvert une thérapeute en hypnose. J'ai commencé une thérapie avec elle et là, ça a été le déclic. J'ai adoré. Mmh. Voilà. Tu t'es lancée. Et comment on arrive à créer des ateliers de danse, hypnose et écriture? C'est Ouais. vraiment toi qui l'as créé pour le coup. Enfin, est-ce que tu l'as déjà vu ailleurs, ça? Maintenant, oui, mais à l'époque, non. D'accord. À l'époque, j'étais vraiment novice et nouvelle là-dedans, dans cet univers, donc je découvrais au fur et à mesure et j'avais pas encore expérimenté ça ailleurs. C'est un autre voyage parce qu'en fait, je suis rentrée en France après l'Australie. Je savais que j'avais envie d'accompagner, mais je voyais pas comment. Donc, Mmh. j'ai sauté sur l'occasion qu'on m'avait faite avant de partir, à la fin de mon master, de faire un doctorat sur les émotions dans les entreprises. Mmh. Ce doctorat, finalement, je l'ai fait. Enfin, j'ai été admise, parce que je ne l'ai pas fait, mais j'ai été admise au Québec dans une université, à l'Université Laval à Québec, la ville de Québec. Mmh. Et donc, je suis repartie 9 mois après mon arrivée en France, mon retour. Je suis repartie 1 an au Québec où j'ai arrêté très vite le doctorat parce que c'était trop théorique, le nez dans les bouquins, ça m'allait pas du tout. Et j'ai repris une année d'études en master sur l'accompagnement des personnes et des organisations, d'ailleurs personnes et organisations, où j'ai glané ici et là des outils qui m'ont vachement servi après, en fait, et des techniques et une façon de faire aussi d'accompagner les gens. Et en parallèle, dans ma vie personnelle là-bas au Canada, je voulais danser, donc j'ai commencé à... Parce que j'ai toujours dansé dans ma vie, la danse moderne jazz, donc je voulais continuer cette pratique-là pendant mon année. Et j'ai découvert la danse-thérapie. Et là, je me suis dit, mais là aussi, deuxième déclic, l'ouverture d'un monde incroyable pour moi, comme une brèche. Et ça a été hyper fort. Et donc, j'ai demandé à cette animatrice de co-animer et co-créer un atelier entre l'écriture et le mouvement, parce qu'à chaque fois que je sortais de ces ateliers, j'avais une envie, une frénésie d'écriture Mmh. et qui avait beaucoup de sens, qui était très puissante en moi, qui était très belle. Et pour moi, il y avait un lien évident entre les mots et le mouvement. Ce que ça met en mouvement à l'intérieur de soi dans un sens et dans l'autre. Mmh. Et donc, quand on a animé cet atelier le 10 mai, je m'en rappelle très bien, 2017, il me semble, à la fin de l'atelier, j'étais en frissons et en larmes, émue, et ça a été le déclic. Je veux faire ça dans ma vie. Mmh. Et je suis rentrée en France, du coup. Ouais. Ouais, ouais. Bah, moi, ce que je trouve puissant, c'est, enfin, récemment, j'ai un peu compris, peut-être au niveau neurologique, ce qui se passe aussi, c'est, le fait qu'on mélange,
toutes ces sensations, ces émotions avec, la danse. On est très, cerveau, droit et puis après, l'écriture vient vraiment relier, nos 2 hémisphères et c'est vraiment cette sensation-là de complétude et d'avoir l'impression que, ouais, que tout est clair, Mmh. qu'on sait où on doit aller Mmh. et qu'on est, ouais, aligné de partout et qu'on se sent aussi, dans une globalité d'être, complet, enfin mmh Merci pour ton partage. C'était chouette d'entendre ça aussi. ouais. Bah, écoute, passons, à ton projet de maman, qui parmi, toute ton aventure, jusqu'à ici, était un nouveau projet pour toi. Est-ce que ça a été une évidence pour toi de devenir maman? Oui, bah, depuis toute jeune, tu vois, les années, dont tu me parles, où j'avais 20 ans, même avant, dès mes 18 ans, ça a été très fort, l'envie d'être maman. Mmh. Heu et puis ça m'a un peu quittée, pendant mes années d'exploration autour du monde forcément et puis de réalisation Mmh. de ma contribution et de qui je suis. Hem et c'est revenu, à mes 26 ans. C'est assez précis parce que je me rappelle assez bien de cet élan maternel qui est revenu en moi, sauf que j'étais pas avec la bonne personne à l'époque et et que ça collait pas et que c'était pas possible. Et puis j'ai rencontré mon conjoint, actuel, 1 année après à peu près et là ça a été ça a été une évidence, quoi. C'était déjà pour moi, c'était un coup de foudre, à 1000 et puis, quand on s'est mis ensemble, ça a été d'ailleurs le premier week-end, moi je lui ai dit: «C'est quoi tes rêves? C'est quoi tes aspirations, pour, les prochaines années?» et lui comme moi, on était très bien dans notre vie, personnelle et professionnelle, amicale, et c'était construire une famille, avoir des enfants, quoi. Donc déjà on était hyper alignés et il y a eu comme une espèce d'évidence, de simplicité et de fluidité à très rapidement, se lancer dans ce projet-là. Mmh. Et en fait, au bout de 5 mois, je suis tombée enceinte, voulue, désirée, tout de suite en fait. Dès qu'on s'est lancé, je suis tombée enceinte tout de suite, quoi. Et quel était, ton état d'esprit, quand tu étais enceinte? Est-ce qu'il y a eu des mouvements émotionnels, je sais pas? Ouais. Oui, 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 beaucoup. clairement. Les 3 premiers mois, c'était, le brouillard total. Je me rappelle, j'ai pas, mal, mais j'ai pas bien vécu non plus, les 3 premiers mois. Moi, j'avais aucun symptôme physique, mais aucun. Ce qui n'était pas rassurant pour moi parce que je me disais: «Bah, j'étais pas normale, que tout le monde parle d'avoir des nausées, des trucs et des machins» et moi, j'avais rien et ça Mmh. permettait pas de concrétiser, qu'il se passait quelque chose et que Mmh. j'étais en train de passer une étape. Donc c'était comme si j'étais pas enceinte et que je pouvais continuer ma vie normalement, alors que non. Et pour moi, ça crée un décalage assez violent. Mmh. Et néanmoins, avec le recul, dès que je suis passée au deuxième trimestre, je suis comme sortie du brouillard et je me suis dit, mais oh, il se passait un truc comme un vortex. D'ailleurs, au jour de l'an, j'étais encore dans mes 3, 4e mois, j'ai dessiné comme un vortex dans lequel j'étais mais emmenée, et comme si j'étais en mue identitaire très forte, mais c'était très violent. Mmh. Et en même temps très doux. C'était comme du brouillard qui était, qui me floutait un peu tout et je savais plus où aller, je savais plus qui j'étais. Mmh. Donc c'était pas agréable du tout cette sensation. Je me rappelle qu'on a eu pas mal de conflits, j'étais triste, enfin j'étais pas forcément très bien. Sûrement les hormones, c'est qui jouent des tours. Ouais. Et après deuxième trimestre et troisième trimestre, bon, le bonheur, quoi. Enfin, d'un Mmh. seul coup, c'est comme si le brouillard, le voile s'était levé et le deuxième trimestre, donc j'étais confinée, le premier confinement. Mmh. Et j'ai adoré. On avait pu explorer tous les sentiers, tous les promenades vers chez nous, parce que maintenant, je suis dans la campagne lyonnaise et dans un très très beau coin. Et j'ai pu découvrir cet endroit-là parce que j'avais pas eu le temps en fait de découvrir. Ça faisait pas longtemps que j'étais installée. Et on a fait voilà plein de trucs, un potager sur le balcon, on a eu plein de projets. J'ai pu vraiment profiter de ce moment où on était tous les deux ensemble dans notre projet bébé, cocon. Et troisième trimestre, plus ça avançait, plus je me sentais bien, plus je me sentais bien dans mon corps. J'adorais ce corps rond. J'ai pris plus de 20 kilos, donc c'était aussi un enjeu, ça. Je ne connaissais pas mon apparence, mon allure, ma silhouette quand je passais dans la rue d'une vitrine ou un miroir. Et ça a été étonnamment, je m'y attendais pas du tout,
quelque chose qui m'a beaucoup bousculée. Et en même temps, maintenant, mon corps, je l'aime comme je l'ai aimé. Donc, et ça a permis vraiment cette grossesse et cet accouchement de m'en sortir, tourner la page sur tout ça, quoi. Faire un balayage, complet, quoi, de ce qui Ouais, restait là, les dernières ouais. petites miettes. Ouais, c'est marrant. Est-ce que, tu serais OK pour parler de ton accouchement? Je crois Mmh. que je sais pas si enfin, je sais que tu as vécu un marathon, mais je sais pas Mmh. si tu veux en parler aujourd'hui. C'est comme tu veux. Ouais, ouais, si, si, je peux en parler. Puis je crois que c'est important, en fait, d'en parler parce Mmh. que, moi, nous 2, on s'attendait pas du tout à ça. Ouais. On n'avait pas été préparés pour ça ou on n'a pas voulu considérer que ça pouvait arriver. Après, il s'est rien passé de dramatique, mais en fait, c'est comme dans toute la suite, c'est-à-dire à partir de l'accouchement jusqu'à là, on n'a Mmh. jamais vécu des choses dramatiques, mais on a vécu des choses très difficiles et qui ont un peu conditionné les débuts du lien avec Naël et de cette maternité et paternité aussi d'ailleurs, cette Mmh. parentalité. Donc j'ai accouché naturellement. Nous on avait un projet physio. Mmh. Donc on avait dès le début, grâce à mes copines, etc., j'étais très renseignée sur le projet physio et j'avais choisi une option en plateau technique. C'est-à-dire qu'on a choisi une sage-femme qui était dans une maternité à côté de chez nous, proche, qui était en plus pro-physio, c'est la meilleure maternité qu'on avait près de chez nous comme option. Et on avait beaucoup de recommandations là-dessus. Et donc, on l'a choisie parce que elle a pu nous suivre tout le long de la grossesse. Donc, c'est elle qui nous a suivis tout le long. Plus, c'est ça le plateau technique, c'est la spécificité du plateau technique, c'est elle qui nous accouche toute seule dans la salle d'accouchement si tout se passe bien. Mmh. Mais au sein de la maternité. Donc, c'est pas un accouchement à la maison, mais c'est pas un accouchement non plus maternité classique, c'est-à-dire on tombe pas sur n'importe qui. Voilà, c'est elle. Mmh. Mmh. S'il y a besoin des équipes de la maternité, on fait appel aux équipes de la maternité. Je peux avoir la péri. Enfin voilà, j'ai toutes les options qui s'offrent à moi. Après, on partait sur un projet plutôt sans péri, du coup. Mmh. Ça, c'était mon souhait. Et puis aussi à prendre des décisions en connaissance et en conscience. Euh, je voulais pas, par exemple, et du coup, cette option-là, elle offre plus de possibilités aussi. En fait, chaque soin, chaque acte médical, on n'est pas obligé. Ça, on pense. Moi, je pensais que c'était obligé. Mais en fait, on peut refuser un acte médical. On peut refuser, par exemple, nous, comment ça s'appelle, la sortie du placenta dirigée. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont te mettre, en fait, le protocole dans les maternités, c'est qu'ils te mettent de l'ocytocine de synthèse, même Mmh. si tu fais un accouchement physio, sans Mmh mh. péri, etc. Ils te mettent de l'ocytocine de synthèse pour libérer le plus vite possible le placenta, parce qu'on sait qu'il peut avoir potentiellement des risques d'hémorragie et ils préfèrent se prévenir de ça, donc le sortir. Nous, on a fait une décharge, comme quoi on ne voulait pas d'ocytocine de synthèse, par exemple. Mmh. Ça, c'est la loi, en fait. Il y a Mmh. vraiment... c'est d'ailleurs quand tu fais une décharge, tu dis selon la loi, ta, 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 ta. Maintenant, dans les faits, par exemple, moi, le dernier mois, ils te font enfin, c'est conseillé de voir si dans ta flore vaginale, il y a le streptocoque B Mmh. et qui peut créer des méningites, etc. Si ton bébé, au passage, il le prend. Et ça peut être très dangereux parce c'est très rare, mais il peut mourir. Et moi, j'étais positive. En fait. Le protocole pour ça, c'est un protocole d'antibiotiques. Et je suis en droit de refuser. Sauf qu'en fait, comme le cathéter, par exemple. Le cathéter, je ne le voulais pas à la base, mais j'ai bien compris qu'il y avait des avantages pour la sage-femme, pour l'équipe et pour moi quand même assez pertinents, donc j'ai finalement accepté. Mmh. Mais en fait, tu as le droit et en même temps, il y a une espèce de chantage qui peut être fait par les maternités. Par exemple, sur le streptocoque B, elle m'a dit franchement, tu as le droit de refuser. Maintenant, attends-toi à ce que la maternité, parce que tu es quand même suivi par une gynéco les derniers mois, la maternité valide, que tu es bien dans les clous quand même. Hein, c'est quand même assez sécurisé aussi et c'est un protocole. Donc, j'ai vu une gynéco de la maternité et puis elle dit attends-toi que si tu refuses, elle va c'est possible qu'elle te dise vous mettez en danger votre bébé. Et il y a une espèce de chantage émotionnel quand même Mmh. qui en général du coup fait plier un peu les mamans parce que on en stress à ce moment-là quoi. Mmh. Voilà, donc il y a des maternités qui diront non, c'est pas possible, sauf qu'en fait c'est la loi et en plus ils font une espèce de chantage émotionnel là-dessus quoi. Mmh. Donc on a accepté ce protocole par exemple, Ça aussi marche. parce qu'on avait peur quoi. C'est Mmh. aussi un choix personnel. Ouais. Donc voilà, et en fait j'ai accouché à J+1 du terme. J'ai rompu la poche des os chez moi en plein milieu de la nuit à 4h, 5h du matin.
Donc j'ai rompu la poche à J. Donc on était déjà un peu ok, il faut que ça vienne là, parce que sinon il y a déclenchement. Mais j'étais assez sereine sur le fait que ça allait venir. Voilà, je ne vais pas projeter que j'allais être déclenchée ou quoi. Et on est resté d'abord 5 heures à la maison. Nous, c'était vraiment important d'attendre le plus possible, mais en fait, c'était pas vraiment possible parce qu'à partir du moment où tu romps la poche des os, ton bébé n'est plus dans l'espace sécure et protégé de l'extérieur, donc protégé du streptocoque B, etc., par exemple. Et donc, le protocole te dit d'aller à la maternité, en fait, aller assez vite. Et pourquoi tu voulais rester pour être chez toi tranquille? Ouais. C'est ça? Ouais, parce que dans les projets physio aussi, ce qu'on te recommande et ce que tu apprends, c'est que plus tu restes dans ton cocon, dans un espace qui est familier pour toi, dans tes repères, comme l'accouchement, c'est un acte animal, en fait. Les femelles, par exemple, dans la nature, après, je ne suis pas du tout spécialisée à fond là-dessus, voilà, je ne suis pas une spécialiste du pro-physio, mais de tout ce que j'ai appris, voilà, les femelles, quand elles sont dans la nature et qu'elles mettent bas, s'il y a un danger, ça va couper le travail le temps qu'elles se mettent à l'abri. Et qu'elles puissent accoucher dans des bonnes conditions. Et ben nous, c'est pareil, en fait. C'est notre cerveau reptilien qui reprend le dessus, donc le cerveau le plus ancien et le plus archaïque et animal qui reprend le dessus. Et donc, il est dans les mêmes conditions, un peu. Ça doit être dans le mieux, si ça veut se faire naturellement et que toute la chimie du corps se mette en action et qu'on est capable d'accoucher seul, la plupart du temps, c'est de laisser faire le corps, mais dans des paramètres qui favorisent aussi la libération de toutes les hormones qui permettent ça. Quoi. Voilà, dans un espace sécurisant avec des personnes sécurisantes et connues, des repères. Quoi. Donc, on est resté le plus longtemps et puis au bout de 5 heures, et mon conjoint qui commençait quand même un peu à s'inquiéter, les contractions se rapprochaient un peu, mais étaient assez régulières quand même. Et donc, notre sage-femme, elle est venue chez nous. Elle a vu que j'étais pas dilatée, quasiment, même pas au bout de 5 heures. Et là, vu que j'étais testée positive au streptocoque B, elle a dit, bon, on y va parce que tu as percé la poche des os et ton bébé n'est plus dans les lieux stériles. Donc, on est allé à la maternité et en fait, là, c'était un enchaînement de déconvenues et de désillusions et le cathéter mal posé qui m'a fait super mal. Et moi, c'était ma hantise. Donc, tout de suite, ça m'a... voilà, je te parlais de la bulle. Là, ça m'a sorti complètement de ma bulle. Ça m'a mis dans un espace de stress et ça a coupé mes contractions. Puis, en fait, le travail qui n'avançait pas. Donc, en fait, j'ai passé 2 jours. J'ai eu 2 jours quasiment entiers de travail, de contractions toutes les 5-10 minutes. Au bout de 30 heures, j'ai demandé la péri. Enfin, en fait, j'ai demandé avant. Et donc, ils nous refusaient la péri. Et ça nous a mis dans l'espace de colère, d'incompréhension, de douleur. En plus, moi, où j'en pouvais plus, j'étais épuisée. Au bout de 30 heures, j'ai eu la péri. Contraction, douloureuse. Et à un moment donné, j'ai envie de dormir, je suis fatiguée. Ça ne s'arrête jamais, quoi. Ça ne s'arrête jamais. Et au bout de 30 heures, j'ai la péri. Elle ne fonctionne que d'un côté. Et donc, toute ma douleur se localise à un seul point. Le point sur le flanc droit de ma hanche et ma cuisse droite. Et là, c'est des douleurs ingérables. C'est impossible de penser à une douleur pareille. Limite qu'on fasse une césarienne, n'importe quoi, mais que ça s'arrête. Et sauf que j'étais dans une maternité pro-physio et qui nous entoure vachement là-dessus. Mais quelque part, des fois, j'ai eu l'impression, quitte à faire durer le process physio plus longtemps que ce que j'aurais souhaité. Et ça a été long. Ça a été très, très long. On n'en voyait pas le bout. Et on essayait de me soulager en mettant des shoots en plus d'anesthésiant. Ça m'a paralysé complètement les jambes. Je ne pouvais plus bouger. Non-stop des douleurs. Après, j'ai eu des douleurs gastriques, des douleurs beaucoup plus haut dans mon abdomen qui me faisaient autant mal que les contractions. Enfin, ça n'a pas arrêté d'être difficile, quoi. D'être difficile et émotionnellement, et la fatigue, etc., on n'en pouvait plus. Bon, après, mon bébé, il se portait très bien, il n'a jamais faibli au niveau de son cœur, donc c'est ça aussi qui ont fait qu'ils ont continué le process naturel. Enfin, naturel, c'était plus vraiment naturel, parce que j'avais les antibiotiques, j'avais de l'ocytocine de synthèse pour accélérer le travail, j'avais la péri, voilà, j'étais Robocop avec mon ambulatoire, là, je pouvais bouger. Voilà, je pouvais bouger, m'allonger, etc. Mais j'étais hyper limitée. Et puis finalement, ça a terminé au bout de 41 ou 43 heures, je ne me rappelle plus, à sortir en ventouse en plus. Donc, il est sorti avec une ventouse. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il était mal positionné au niveau de sa tête aussi.
C'est pour ça qu'il D'accord. sortait pas, même quand j'étais à dilatation complète, il sortait pas. Et je poussais mais comme une folle, mais il sortait pas. Parce qu'il avait une main qui était coincée en dessous et qui empêchait de s'engager pleinement par le haut du crâne, puisqu'il pouvait pas baisser la tête avec cette main. Et donc, voilà ce qui s'est passé. Et bon, après, voilà, quand tu as ton bébé qui est sur toi, enfin, sur le ventre, que tu as donné tous les efforts du monde sur la dernière ligne droite, parce que là, on te dit, là, vous poussez, mais tout ce que vous pouvez, sinon c'est césarienne. Et au bout de 43 heures césarienne, j'étais là, mais ils sont malades. Enfin, moi, je voulais bien une césarienne avant, mais au bout de 43 heures de galère, je veux que ça se fasse normalement, quoi. Tu vois, au moins qu'on réussisse ça. Et là, j'ai poussé, et là, j'ai reconnu la puissance des femmes de se dire, mais putain, après tout, ces efforts, cette fatigue, où j'ai l'impression que j'en peux plus, où je suis au bout, ben, je suis capable d'aller chercher encore des ressources que je ne pense que je n'ai pas. Et ça m'a servi aussi dans les débuts de ma maternité et encore aujourd'hui, de dire, mais en fait, on ne se rend pas compte à quel point on a des ressources en soi. Et que même quand on pense qu'on en a plus, même quand on pense qu'on a touché le fond, on est capable d'aller encore chercher plus loin. Et à ce moment-là où on m'a dit, là, faut pousser, faut sortir ce bébé, j'étais épuisée et j'ai poussé comme jamais. Et j'avais plus de souffle. Et je continuais, je disais, non, non, t'en as encore. Et tu pousses jusqu'à ce que je m'étouffe, quoi. Et c'était hyper beau. Ça, c'est le meilleur moment de mon accouchement, c'est de me dire, j'ai repris possession, j'étais actrice de sortir mon bébé et je lui parlais dans ma tête, je vais te sortir, je t'ai promis que j'allais te sortir, je vais te sortir. Enfin voilà, de retrouver cette puissance de femme. Et après, une fois que voilà, je l'ai eu, ces éclats de rire, et j'ai même dit, bon, bah voilà, pour cette petite bouille, je recommence quand vous voulez, quoi. Sur le moment, c'est les hormones qui parlent. Aujourd'hui, non. Pas ça. Effectivement, le marathon, c'est Ouais. un bon mot. Mais est-ce que toi, tu regrettes qu'on t'ait pas assez écouté ou est-ce que tu aurais fait différemment? Alors, c'est drôle que tu dises ça parce que, en fait, c'est quand même. Là, je raconte ça, genre ça va, mais en fait, c'est quand même un moment assez traumatisant que je travaille en ce moment avec une psychologue qui pratique le MDR. Et donc, j'ai fait ma première séance il y a une semaine et là, j'y retourne cette semaine aussi parce qu'on a détecté ensemble que c'était quand même voilà, un événement avec des éléments traumatisants pour moi. Et la phrase qu'elle essaie de transformer avec le MDR et tout ça, c'est que j'ai fait parfaitement. Qu'il n'y a rien à changer et que j'ai fait parfaitement. Et c'est vrai qu'en moi, il y a beaucoup de culpabilité de me dire, je reste quand même, alors, quand même pour, si j'ai un deuxième enfant avec un deuxième accouchement, aujourd'hui, le projet physio, pour moi, c'est pas la priorité, quoi. Clairement, c'est bien si ça se passe en physio et je sais que ça existe et maintenant je sais un peu tous les éléments. Maintenant, je suis quand même bien consciente que c'est pas possible tout le temps pour plein de raisons et que peut-être à une autre époque, bah, je serais morte et mon bébé aussi s'il n'y avait pas eu la médecine à un moment donné pour accélérer et m'aider. Et ça, avant d'accoucher, j'étais persuadée que c'était à cause des maternités, à cause des médecins, tatati tatata, que on en arrivait à des situations comme la mienne, quoi. Mais le fait est que oui, il y a eu des éléments perturbateurs, comme la cause du cathéter, j'ai sorti ma bulle, etc. Mais en fait, j'aurais été à la maison. Je suis intimement persuadée que c'était un premier accouchement qui était difficile, que la position de sa tête n'était pas bien, enfin, et que de toute façon, je serais allée à la maternité, il aurait fallu passer par là. Donc, en fait, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, s'il y a un deuxième accouchement, je crois que je ne prendrai pas l'option plateau technique. Je ferai confiance à l'équipe de la super maternité que j'ai à côté de chez moi et que je retournerai dans cette équipe-là et cette maternité et je ferai confiance à l'équipe, en fait. Et me faire confiance aussi à, de toute façon, en fait, globalement, c'est quand même moi qui gère, quoi. On a été laissés seuls pendant des heures dans une chambre, donc c'est quand même moi qui ai dû gérer, quoi. Donc, j'ai pas besoin d'une sage-femme. Ils sont déjà géniaux, en fait, mais j'ai pas besoin d'une sage-femme que pour moi. Ça, ce serait des trucs que je lâcherais plus facilement. Et du coup, les premiers mois, comment ça s'est passé pour toi? Ça a été un enfer. Voilà. Si je dois être honnête, en fait, le point de départ, ça a été l'accouchement, qui a été un enfer. Et c'est quand même hyper dur parce que le souvenir que je garde quand même, c'est... Ok, c'est la fin et c'est la naissance de mon fils, mais ça a été le pire jour de notre vie.
Mmh. Et c'est quand même dur de se dire, bon, bah voilà, première naissance, j'ai potassé comme une malade sur la naissance physio et toute la spiritualité autour de la naissance, qui est aussi hyper belle, hyper forte et qui me tient à cœur. Et in fine, c'est le pire jour de ma life. Mmh. C'est un peu dur. Et en fait, ça a été le point de départ d'une descente aux enfers, quoi, clairement, de quelque chose d'hyper dur, parce que bah déjà, on était crevés. Tu démarres avec plus de 40, plus de 2 jours de fatigue, on sait bien, hein, les nuits en plus à la fin, elles sont un petit peu d'insomnie, t'étais pas forcément au top dans ton corps, etc. Donc il y a déjà un peu de fatigue, mais en plus quand tu as un accouchement qui dure comme ça, où ton corps est mis à l'épreuve autant, moi je me rappelle, en fait je me rappelle pas des 2 premiers jours quasiment, ou les 2 premières nuits, blackout total, où j'ai dormi, je n'ai fait que dormir, quoi. Donc j'ai Mmh. 2 jours passage sous silence mental, quoi, j'ai aucun souvenir. Mmh. Par contre, son père, voilà, mon conjoint s'est vachement occupé de Naël, était vachement présent. En fait, tout de suite, du coup, j'ai choisi aussi de ne pas allaiter parce que Mmh. bah, j'étais trop fatiguée. Quand j'ai fait la première tétée, ça m'a fait super mal. J'étais là, non, mais j'ai tellement souffert, je suis tellement fatiguée, je peux pas, quoi, je peux plus, là, je suis désolée. Mais... Et j'avais besoin de me reposer. Donc les 2 premiers jours, voilà, c'est plutôt Samuel qui s'est occupé de Naël. Et puis après les premiers mois, bah, en fait, on a eu un bébé qui pleurait beaucoup, 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 beaucoup. On se réveillait toutes les 2-3 heures la nuit pour lui donner à manger. C'était très inconfortable. On est tombé en plein milieu de l'été, déconfiné, où les gens étaient en vacances, donc on s'est retrouvés vachement seuls. Dans un appart où il faisait 40 degrés, où je crevais de chaud. Je pouvais pas bouger. Enfin, tout était un peu inconfortable et on prenait une décision pour aller au frais à la montagne. Et finalement, on était super mal là-bas, avec Mmh. Naël qui pleurait tout le temps, et seul, quoi, hyper isolé. Enfin, toutes les décisions pareilles qu'on prenait étaient pas à notre avantage finalement. Et, euh, et en fait, on est arrivé à un point où, aux 4 mois, on s'est rendu compte de Naël qu'il y avait des reflux hyper prononcé, hyper fort, mais pareil, les médecins ne nous ont pas tellement guidés, aiguillés. Pour eux, non, il y a un bébé, ça a des reflux, c'est normal, c'est le clapet qui est pas bien fermé. Sauf que Mmh. bah, nous, on faisait 2 machines par jour, quoi, tellement il mouillait ses bavoirs, ses vêtements, tout était tout le temps trempé. On avait des geysers de lait qui ressortaient, quoi. Il avait Mmh. mal au ventre tout le temps. Enfin, et ça, avec le recul, parce que maintenant, ça y est, il est diagnostiqué RGO, avec intolérance à l'amidon et aux protéines de lait de vache. Mais on a mis Mmh. 7 mois à diagnostiquer. Et c'est 7 mois d'enfer. C'est 7 mois où tu es à bout, où tu dors pas, où tu as un bébé qui pleure tout le temps. Moi, mon conjoint, il a pris 2 mois de congé EHPAD parce qu'il a pu le faire, où il était avec moi et c'était trop bien, heureusement. Et quand je me suis retrouvée toute seule avec lui la journée, mais les journées étaient longues, très, très, très longues. Où il voulait tout le temps être en écharpe, tout le temps sur moi. Moi, je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus d'avoir un bébé qui me hurlait dessus, Mmh. avec le biberon, sans le biberon, en écharpe, pas en écharpe, je ne pouvais pas dormir puisqu'il voulait tout le temps être en écharpe, donc je ne pouvais pas, moi, m'endormir vraiment et récupérer. Et on a fini en lacune de sommeil, en des rendez-vous médicaux toutes les semaines pour essayer de trouver des solutions, une recherche permanente de solutions et de professionnels pour nous arrêter de ce process où tout le monde nous dit ah bah c'est normal, un bébé ça pleure, ah bah oui c'est normal, un bébé ça dort pas bien. Et moi j'ai une colère contre les médecins aujourd'hui où je me dis c'est pas normal en plus qu'on laisse des parents dans une détresse pareille, c'est hallucinant parce que nous on disait mais on va vraiment pas bien en plus nous quoi. On est dans un niveau de fatigue assez extrême et puis un niveau émotionnel vraiment très bas. Et on nous disait, ah, bah, prenez des plantes, prenez de l'ophytose. Enfin, on cherchait une autre aide, quoi, un autre accompagnement. Et qu'on entende aussi notre détresse en tant que parents qui est à bout. Heureusement, on a été hyper soutenus par notre famille, ma belle-mère qui habite à côté, qui a fait des nuits, qui l'a gardé, nos Mmh. amis même, qui sont venus en disant, bon, voilà, je le garde cette nuit, vous allez dormir. Mais heureusement quoi, qu'on a eu ça. Je ne sais pas comment j'ai une peine, une compassion pour les mamans et les parents qui n'ont pas cette aide-là. Et c'est là où on s'aperçoit que oui, il faut vraiment un village pour élever un enfant. Moi, j'aime beaucoup ce... Avant même qu'il naisse, on avait cette notion-là. On avait envie que ce soit quelque chose qui soit
riche et participatif autour de nous. Mais là, avec un bébé qui a des soucis de santé, alors qui ne sont pas dramatiques. Voilà, comme je dis, ce n'est pas un accouchement dramatique, on n'a pas été entre la vie et la mort. Là, lui, il n'a pas des soucis de santé où il a dû être opéré entre la vie et la mort ou je ne sais pas quoi non plus, mais c'est une espèce de violence ordinaire, de réflexion quotidienne des proches et de non-considération de notre détresse, qui a été hyper violente aussi. Des phrases comme mais c'est parce que tu le portes trop, donc il est devenu exigeant, il veut tout le temps être dans tes bras, et tout le temps des réflexions comme ça, tu devrais pas faire ci, tu devrais faire ça, et en fait des gens qui ont envie qu'on s'en sorte en fait, hein, tu vois, c'est nos parents, c'est nous on ferait autrement, nous on faisait pas ci, etc. Mais vous n'avez pas eu ce bébé déjà qui est unique et qui avait des problèmes de santé. Moi, ma sœur et moi, on n'a jamais eu ces problèmes-là, quoi, en tant que bébé. Donc forcément, mes parents ils comprennent même pas comment on peut en arriver là avec ce niveau de fatigue et de perdition, quoi, de plus savoir quoi faire. Donc, ouais, une descente aux enfers et pas accompagnée par les professionnels. Et in fine, le diagnostic, il a été posé grâce à nos découvertes à nous, grâce au groupe de mamans qui m'ont accompagnée sur Facebook, grâce à des copines qui m'ont dit « mais va voir un allergologue ». Moi, ma médecin généraliste, elle disait « non, je ne vais pas vous envoyer chez un allergologue, il n'a pas les signes des allergies ». Et moi, j'étais, c'est bizarre quand même. On n'arrête pas de me répéter que ça peut être des intolérances sans avoir des signes extérieurs. Donc, je suis allée voir de moi-même une allergologue. Mais tout ça, c'est des recherches permanentes de médecins compétents, de demandes d'aide épuisantes, alors qu'on est déjà épuisé. Et de ne pas sentir accompagné, alors que c'est censé être eux, en fait, qui ont normalement les connaissances et les ressources pour nous aider. Et ça, c'est vraiment dur, quoi. Et finalement, on a découvert, oui, l'amidon qu'on lui mettait dans son biberon parce qu'il faut épaissir le lait quand tu as des reflux. En général, le premier truc qu'on fait, on épaissit le lait pour éviter que ça remonte trop. Mais en fait, il est intolérant à l'amidon. Donc, à chaque fois que depuis qu'il est né, on lui met un truc qu'il n'est pas capable de digérer. Donc, forcément, il a des problèmes de maux de ventre non-stop, quoi. On nous dit pas de faire dormir sur le ventre. Oui, mais nous, c'est que sur le ventre qu'il dort. Donc, et c'est non-stop attention, c'est dangereux. Moi, je ne serais pas comme si, je serais pas... Et on s'en sort plus, quoi. Et c'est hyper culpabilisant de se dire que tout ce temps-là, j'ai fait exactement ce qu'il fallait. C'est juste que on nous a mal aiguillés, mal aidés, mal renseignés. Et que ça aurait pu être pris, mais bien en amont, ce problème-là, quoi. Oui, et puis il y avait une fatigue et une souffrance permanente aussi, j'ai l'impression, qui n'était pas reconnue. Et du coup, dans cette fatigue-là, comment... Enfin, j'ai l'impression que tu prenais tes dernières forces pour aller chercher les coups de fil, appeler les médecins, faire des recherches personnelles. Mais c'est vrai que tout ça, tu l'as fait parfaitement, mais dans un état de souffrance et de fatigue incroyable, quoi. Oui. Et puis, des fois, c'est moi qui craque et c'est Samuel qui prenait le relais. Mais les 3 premiers mois, en fait... pour un père aussi, c'est un process différent et je l'entends bien aussi aujourd'hui. Moi, je l'ai porté pendant 9 mois. J'ai eu le temps de le sentir, de me projeter, de m'habituer, de me transformer. J'ai accouché et avec un accouchement dans lequel j'ai eu, c'est quand même une transformation très forte aussi, de prise de pouvoir, de puissance. Ok, je suis capable de faire ça, quoi. Donc moi, les 3 premiers mois, je suis encore allée chercher dans mes ressources je vais pas laisser mon bébé pleurer, à hurler à la mort. Je vais le prendre encore et encore dans mes bras, même si je pense que je suis épuisée, même si je pense que je vais m'effondrer, je ne peux pas. Il y a un truc en moi, une fibre maternelle qui me dit je ne peux pas le laisser, tant pis, je veux me mettre encore en retrait. Et mon conjoint, il n'avait pas ce déclic encore. Et pour lui, il dit mais il vient de naître et moi, j'ai pas eu ces 9 mois avant pour m'habituer vraiment. C'est vrai que si on y pense, même s'il était ultra présent, ultra engagé, voilà, on passait quoi, une demi-heure, 1 heure par jour connecté au bébé, sur la main sur le ventre. Pour lui, c'est ça, c'est tout. Donc, il lui a bien fallu 3, 4, 5, 4 mois, je dirais, pour vraiment prendre sa place de père au niveau réaliser, aller prendre dans ses ressources aussi. Et les 3 premiers mois, ça a été beaucoup de mois. Et quand j'en pouvais plus et que lui n'en pouvait plus non plus, c'est encore moi qui prenais sur moi. Et ça a été aussi tout un équilibre à trouver entre nous, entre nos différents timings de prise de conscience de devenir parent et l'être vraiment dans les actions. Et oui, aujourd'hui, par exemple, c'est plus lui.
C'est marrant, mais j'ai l'impression qu'il prend beaucoup plus sa place aujourd'hui et que moi, je peux commencer à plus me laisser aller et me reposer sur lui, par exemple, sur mon conjoint. Donc, voilà, c'est un équilibre et c'est beaucoup de discussions, beaucoup de dialogues, mais qui, les 4 premiers mois, n'étaient pas là parce qu'on était tellement fatigués que c'était beaucoup de disputes. Et comment ça va aujourd'hui? Ça va? Ouais, beaucoup mieux. Bah, en fait, à partir du moment où tu trouves une solution pour apaiser ton bébé et qu'il n'ait plus à hurler jour et nuit, qu'il dort mieux, que les siestes s'allongent, que toi tu peux dormir mieux la nuit, etc. Voilà, ton bébé est apaisé, tu es apaisé, hein, clairement. Bah, alors, je sens qu'on est quand même dans un chemin de à la fois reconstruction, mais recharger les batteries, déjà en premier temps. Et aujourd'hui, je suis suivie, c'est vrai, par une psy. D'ailleurs, je trouve ça toujours assez compliqué en tant que thérapeute, de trouver des accompagnants et des thérapeutes qui... C'est toujours compliqué, quoi, parce que j'ai un œil forcément qui n'est pas neutre, tu vois, qui n'est pas comme d'autres professions. Mais là, c'est intéressant le travail qu'on est en train de faire ensemble. Et du coup, c'est vrai que les médecins ou les thérapeutes, que ce soit les médecins généralistes aussi, ils te disent, mais le premier truc, c'est de récupérer du sommeil. Parce que c'est une torture physique et mentale d'être en manque de sommeil. Si vous n'avez pas ce sommeil-là, tout le reste ira mal, forcément. Donc déjà, c'est récupérer le sommeil, peu importe les moyens. Donc que ce soit des outils de méditation, d'hypnose, mais en fait, moi, j'en étais arrivée à un tel point où ça ne marchait pas. J'étais dans une anxiété, un niveau de veille permanent la nuit, parce qu'il se réveille, mais là, il a une otite. On a passé 4 jours à se réveiller 10 fois dans la nuit. On ne dort pas. Et c'est ancré en moi que la nuit, maintenant, c'est un état de vigilance. Donc c'est quand même hyper dur de dire que les outils, pour moi, les outils de méditation et d'hypnose, à ce moment-là, ils n'ont pas suffi à récupérer mon niveau de sommeil. Et aujourd'hui, j'en suis à dire, OK, bah ça me va pas, c'est pas suffisant, c'est pas adapté à ce que je vis, et ben je vais aller prendre l'aide qu'on me propose aussi dans les médicaments, dans la chimie, parce que j'ai essayé plein de trucs aux plantes, aux machins, j'ai essayé plein de choses pour éviter de tomber là-dedans, parce qu'en tant que thérapeute dans l'hypnose, j'ai quand même envie d'essayer et de favoriser d'autres pistes. Mais quand j'en arrive à un point je vais tellement mal que je suis incapable de prendre soin de mon fils, de mon couple, de ma famille et de moi-même, bah oui, je vais allier mes outils plus alternatifs à quelque chose qui va être plus médicamenteux et traditionnel. Et aujourd'hui, c'est plus OK pour moi d'en arriver à ce point-là parce que bah ouais, je récupère en forme, je récupère en sommeil, en énergie et mes émotions agréables remontent aussi, quoi. Donc c'est chouette. Donc ça va mieux. Ouais, sortir de cet état d'alerte, quoi. Oui, et dormir et du coup prendre des trucs qui m'aident à dormir, quoi, surtout. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ce que tu proposes, toi, en ce moment? Ouais, et ben du coup, ce que je propose en ce moment, c'est aussi prendre compte des restrictions sanitaires dans lesquelles on est, parce que du coup, forcément, ça réduit mes possibilités d'activité, notamment les ateliers, comme tu as pu vivre, en présentiel, où on marie la danse, l'écriture, la méditation et le partage entre femmes. Donc tout ça, c'est des choses que je fais pour l'instant en visio, mais j'ai une certaine lassitude qui est en train de s'installer, comme beaucoup, je pense. On a envie de se revoir, on a envie de repartager, donc j'ai hâte qu'on puisse réouvrir ces espaces-là. Donc c'est quand même quelque chose que je propose normalement, donc des cercles de transformation entre femmes, soit ponctuels, mais j'essaye d'en faire moins en moins parce que pour moi, c'est une notion de voyage ensemble entre femmes et donc de faire un cycle de 3, 4, 5, 6 ateliers selon la formule que je propose. Là, je pense que la prochaine, tu vois, ce qui me travaille, c'est une formule sur 9 mois. Métamorphose antérieure sur 9 mois avec un cercle de femmes qui s'accompagnent mois après mois. Mais j'attends que le présentiel réouvre. Pour moi, c'est trop important. Et sinon, du coup, je propose des séances en individuel d'hypnose, mais aussi de voyage avec le corps, de danse-thérapie, sur les thématiques assez traditionnelles, j'allais dire, de transformation émotionnelle, donc gestion des émotions, hypersensibilité, accueil d'une situation, d'un vécu, de transition de vie, par exemple, de changement de vie.
de cycle féminin, donc le cycle menstruel, les 4 phases du cycle, et comment l'intégrer dans ses projets de vie, dans son quotidien. Et notamment, du coup, j'ai proposé une formule de coaching de transition de vie, donc, pour retrouver une orientation de carrière qui nous plaît, calée sur le cycle menstruel, donc avec les atouts, les compétences de votre cycle menstruel en tant que femme. Donc ça, c'est la partie coaching pro, et la partie thérapie, où on peut aussi aller visiter tous les problèmes du féminin, de la fertilité, des règles, aussi de la ménopause, voilà, et aussi donc tout ce qui est maternité, grossesse, etc., avec l'hypnose et différents outils comme la danse intuitive. Mais je donne toujours des petits exercices où on écrit, on danse, on dessine, on fait du collage créatif, enfin, toujours des petits outils de cet ordre-là. OK. Et toujours Lyon et Paris? Toujours Lyon et Paris, et surtout en ce moment, ce qui se développe beaucoup, c'est la visio, puisque l'hypnose, comme je dis, une fois que vous avez fermé les yeux, vous êtes dans votre bulle, que je sois à des kilomètres à travers les écouteurs ou en face de vous, en fait, c'est un voyage intérieur, donc c'est quelque chose qui se fait très bien. Et pour la danse-thérapie aussi, même il y a des personnes qui préfèrent, parce que il y a une espèce de... Tu vois, être 2 à 2 en danse-thérapie dans un cabinet ou dans un mini-studio de danse, et il y a toujours une espèce de pudeur, alors que d'être à travers un écran où je vais peut-être voir la personne de loin, ou même des fois, je lui dis, tu peux couper ta caméra si vraiment t'es gêné pour être dans ta bulle, et puis tu reviens quand je te dis de revenir, et puis on continue la séance autrement d'ailleurs que par le mouvement. Il y en a, ça arrange. Donc en fait, la visio, ça a plutôt développé un axe d'exploration favorable aujourd'hui, où ça ne nous empêche pas de continuer cette exploration intérieure, ces transformations nécessaires. Super intéressant. Ok. Écoute, Marion, merci pour ce partage, ce témoignage de ton expérience depuis tes 20 ans. On a survolé vite, mais c'est intéressant aussi de voir ce passage de femme à mère, et aussi cette réalité du terrain auquel tu ne t'attendais pas, et en même temps que tu as vécu... vous avez vécu des choses particulières, vraiment, que pas tout le monde vit quand il devient parent. Et, heureusement. Ouais, et puis vous êtes adaptés parfaitement. En tout cas, du mieux qu'on peut. Et c'est vrai que pour moi, s'il y avait même une chose que j'aurais envie de transmettre, c'est de s'autoriser à s'entourer. Des fois, je vois moi des mamans dans mon entourage à moi, personnel, où elles se sentent pas soutenues, et en même temps, j'observe dans leur façon d'être et de faire, et qu'elles n'autorisent pas les autres à les soutenir non plus. Que ce soit préparer un repas, le ménage, pour s'alléger les premiers mois, les premières semaines, ou faire une nuit ou 2 heures de sieste où le bébé est gardé par quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, nous, très tôt d'ailleurs, on l'a laissé des week-ends à sa mamie, qui s'en occupait déjà énormément la semaine, qui nous laissait des espaces pour dormir, comme je te disais. Et du coup, maintenant, il fait des week-ends avec sa mamie et il est super content. J'ai aussi toute une audio-letter là-dessus sur est-ce qu'on doit élever ses enfants seuls, et tous les conditionnements qu'on a aussi là-dedans, et les peurs. Et aujourd'hui, on est super heureux de pouvoir offrir des moments avec d'autres personnes, notamment les mamies, qui sont ravies de s'en occuper, et c'est une richesse incroyable. Donc s'autoriser à être entouré, ça nous fait du bien à nous en tant que parents et mamans, et ça fait du bien aux enfants, en fait, la plupart du temps. Alors bien sûr, chaque enfant est unique, il faut faire attention à ce que ça lui convienne, bien sûr, mais voilà, s'autoriser à être entouré. Ouais, moi je trouve ça chouette d'avoir plein d'adultes ressources autour de soi. Ouais, un village. Voilà, le fameux village. C'est ça. Merci d'avoir regardé l'émission Nos Liens. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour suivre les prochains épisodes. Pour soutenir Nos Liens, l'émission qui repense la relation à soi, aux enfants, aux autres, vous pouvez en devenir le mécène pour quelques euros par mois en vous abonnant à mon profil Patreon. Je vous mets le lien dans la barre de description, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!